Dans une précédente vidéo que vous pourrez retrouver juste ici, je vous ai parlé de la fréquence cardiaque de réserve, un outil très utile qui vous permet de personnaliser votre entraînement d'une manière beaucoup plus qualitative que la simple fréquence cardiaque maximale théorique. Je vous ai également expliqué que pour calculer celle-ci, il est essentiel de connaître sa fréquence cardiaque maximale et sa fréquence cardiaque de repos. Nous allons donc revenir sur les différentes méthodes pour calculer ces deux fréquences. Bienvenue dans Prépa Performance. La fréquence cardiaque connaît une sorte de phénomène d'inertie. On pourrait penser qu'à effort égal, un athlète élite resterait à des fréquences cardiaques inférieures, puisque son corps a l'habitude de plus s'entraîner qu'un athlète plus modeste. Eh bien, cette idée reçue est erronée. Au contraire, le corps de l'athlète de haut niveau, s'adaptant très rapidement, va monter beaucoup plus vite dans les tours. Cette activation plus rapide va permettre de limiter le phénomène de dette d'oxygène. Donc plus je suis entraîné, et moins je vais connaître ce phénomène de dette à court terme. Conséquence, il sera beaucoup plus facile avec un athlète de haut niveau, après 3 ou 4 minutes d'effort, de calculer sa FC max, car il s'adapte très rapidement. Cependant, ce phénomène d'inertie est beaucoup plus lent chez des athlètes moins entraînés. Bien que très essoufflé s'il n'a pas l'habitude de réaliser une activité physique, notre nouveau pratiquant aura cependant du mal à atteindre FC max. On va donc favoriser des tests progressifs pour être sûr d'atteindre à terme le FC max. Traditionnellement, on va souvent parler de tests rectangulaires ou triangulaires. Ceux-ci sont également utilisés sur le terrain pour déduire la VMA, c'est-à-dire la vitesse maximale aérobie. J'ai bien dit sur le terrain, car en effet en laboratoire les tests sont beaucoup plus complexes et précis, mais on n'a pas partout l'opportunité de disposer d'outils permettant l'évaluation des échanges gazeux, la lactatémie sanguine, etc. Ici, avec un simple cardiofréquencemètre, on va déjà pouvoir collecter des informations qui vont nous permettre de s'entraîner de manière beaucoup plus qualitative. Passons donc aux catégories de tests. Le test rectangulaire va avoir pour principe un certain niveau d'intensité que l'on va maintenir dans le temps. On l'appelle donc rectangulaire car sa forme schématique représente un rectangle. Les tests Cooper, demi-Cooper, le CAT ou encore le TMI de Gacon sont des exemples de tests rectangulaires. Ils peuvent être très pertinents mais nécessitent une bonne connaissance de ses capacités. C'est pourquoi sur des publics moins connaisseurs, on favorisera les tests triangulaires. Les tests triangulaires dans une même logique de représentation schématique vont quant à eux connaître une progressivité dans l'intensité. L'idée est donc de réaliser un test de façon crescendo jusqu'à ce que l'intensité de l'effort soit telle que je doive m'arrêter. A noter qu'avec des publics pathologiques, on peut réaliser ce genre de test et s'arrêter à un certain niveau d'intensité. On n'ira pas jusqu'à l'effort maximal puisque nos zones de travail futures resteront souvent relativement limitées. Je pense à des pathologies cardiovasculaires, cardio-respiratoires ou encore d'obésité. Les tests triangulaires les plus communs sont le test léger-bouché, le Vameval de Cazorla et léger ou encore le test de Bru. Que ce soit pour les tests rectangulaires ou triangulaires, équipés d'un cardiofréquencemètre, il s'agira de reconnaître le plateau en BPM de la fréquence cardiaque, qui nous représentera donc notre fréquence cardiaque maximale. Celle-ci sera l'une de nos bases de calcul pour notre fréquence cardiaque de réserve. Je réaliserai très prochainement une vidéo sur l'ensemble de ces tests pour vous en montrer les avantages et les inconvénients sur le terrain. Il existe également des tests réalisables via votre cardiofréquencemètre, notamment chez Polar, en renseignant des informations personnelles. Le sexe, l'âge, le poids, la variabilité cardiaque et le VO2 max estimé. La marge d'erreur de 7 BPM a été calculée via des recherches de reproductibilité, ce qui en fait un outil assez précis, notamment comparativement à la formule d'Astran. Attention, pour la réalisation de ce test, il s'agit de connaître l'estimation de son VO2 max. Nous entrons donc dans un niveau de connaissance un peu plus spécifique, dont nous pourrons en reparler si ce sujet peut vous intéresser. Mon conseil est bien évidemment, si vous en avez la possibilité, d'aller réaliser un test d'effort en laboratoire. Ce test n'est pas remboursé par la sécurité sociale et coûte en moyenne entre 80 et 130 €. C'est évidemment une somme non négligeable, mais vous en sortirez avec un panel d'informations très pertinentes, notamment pour le domaine de l'entraînement. À mon sens, ce test devrait être obligatoire à partir de la trentaine et pourrait permettre d'éviter encore des accidents trop nombreux. De plus, ce serait vraiment dommage de s'acheter une très belle paire de Mizuno ou de New Balance à plusieurs centaines d'euros si c'est pour faire un arrêt cardiaque dans la foulée. Passons donc au calcul de la fréquence cardiaque de repos. Pour calculer la fréquence cardiaque de repos, le plus simple va être de procéder à un protocole au réveil. Tout d'abord, il s'agira dans un premier temps d'aller uriner, car le système nerveux peut jouer de manière importante sur la fréquence cardiaque de repos. Après être passé aux toilettes, on s'équipera de son cardiofréquencemètre et on retournera s'allonger pour être le plus calme possible. L'idée est alors d'enregistrer entre 7 et 9 minutes de captation cardiaque sans le moindre mouvement. Une fois ce test réalisé, nous chercherons dans le récapitulatif d'enregistrement la plus basse valeur de fréquence cardiaque. Il ne restera donc plus qu'à la soustraire
à la fréquence cardiaque maximale pour obtenir notre fréquence cardiaque de réserve. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo aura pu être pertinente pour vous et pour votre entraînement. N'hésitez pas à commenter si vous avez des suggestions, des questions, ou tout simplement pour nous aider à nous référencer et à donner de la visibilité à nos vidéos. N'hésitez pas à liker, ça nous permet tout autant de nous faire de la publicité. Nous reviendrons très prochainement avec d'autres vidéos sur le contenu d'entraînement, et d'ici là, je vous dis, entraînez-vous bien. Salut!